Salut les amis, aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Pour cela, on va remonter à la genèse du karaté-do Shotokan de maître Funakoshi avec quelques pièces historiques. Serrez bien vos ceintures, les tutos du sensei 2e anniversaire, c'est parti. Joyeux anniversaire les tutos du sensei qui fête aujourd'hui ses 2 ans d'existence sur cette chaîne YouTube Karate World. Et oui, aujourd'hui, je vais me plier en 4 pour vous satisfaire et répondre au mieux à vos interrogations, car c'était le but du jeu, en tout cas de cette vidéo, de pouvoir piocher un petit peu dans les commentaires, dans les questions, même dans les personnes que je peux rencontrer en vrai, parce que mine de rien, que ce soit à la salle de sport, que ce soit dans des stages, que ce soit dans des compétitions, on m'aborde de temps en temps, voire même régulièrement, pour me dire « mais votre tête m'est familière, j'ai déjà vu des tutos, en tout cas j'en ai déjà vu quelques-uns », et on commence un petit peu à discuter et à parler. Donc ça va me permettre aujourd'hui de condenser quelques petits questionnements pour pouvoir apporter au mieux des réponses. Et aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai quelques pièces historiques de karaté Shotokan à vous exposer pour pouvoir mettre certains points sur les i et parler justement des distorsions du karaté à travers le monde et à travers le temps. Mais revenons à nos moutons. 2 ans du sensei, ouais, la chaîne va bientôt atteindre ces 16 millions de vues, ça fait quand même mine de rien beaucoup de commentaires que je reçois quotidiennement. Les tutos du sensei, c'est un petit pourcentage de la densité de la chaîne. On est à peu près à 130 000 vues cumulées. C'est pas beaucoup, c'est fait pour, de toute façon, on en a déjà parlé. Je veux garder une chaîne spéciale, un petit peu élitiste, pour des gens qui, d'ailleurs, vous me le prouvez quotidiennement, en tout cas hebdomadairement, dans les commentaires, dans la qualité de propos que vous pouvez avoir lorsque vous interagissez avec la chaîne. Les commentaires sont toujours très instructifs, c'est un partage d'expérience. Je me rends compte que j'ai un public de connaisseurs, un public passionné, cultivé, expérimenté, et c'est un régal de vous avoir en tout cas quotidiennement, hebdomadairement on va dire, à mes côtés pour pouvoir échanger. Et rien que pour ça, merci beaucoup pour la qualité de vos propos et évidemment pour votre fidélité. Moi, je préfère avoir 500 personnes au top comme vous êtes actuellement, même si de temps en temps, évidemment, on passe le millier ou quelques milliers de vues sur les tutos, plutôt que d'avoir 20 000 vues ou comme certaines autres vidéos ont sur des katas parfois 100 000 ou 1 million de vues et avoir des commentaires qui sont parfois un petit peu ridicules. Donc, les tutos du sensei, c'est fait pour vous. Vous me connaissez, j'essaie de partager au mieux mon expérience. Ça fait plus de 35 ans que je fais des arts martiaux, que j'ai fait plusieurs disciplines. Je suis responsable de la formation, j'ai pratiqué, je suis gradé au Japon et surtout, pour la richesse de ces tutos, je me sers de l'expérience que j'ai acquise à travers le média que l'on appelle mainstream, c'est-à-dire le média, on va dire le courant principal, le courant majeur, la presse papier à l'époque de ses grandes heures, donc une quinzaine d'années de rédaction et de reportage auprès de Karaté Bushido, chef de rubrique sur la revue Yashima pendant aussi quelques temps, des médias comme pour la télévision, des reportages, évidemment le Festival des Arts Martiaux pendant une dizaine d'années, et des médias vidéo purement pour l'European Magazine ou les éditions Masberg, avec plus d'une 150aine de DVD produits ici et à travers le monde. Voilà, là, on va dire le point commun, le dénominateur commun entre toutes ces productions, ce sont les lignes éditoriales de tous ces producteurs, de tous ces éditeurs que je devais suivre à la lettre. Je n'étais pas libre de faire totalement ce que je veux, car oui, ces éditeurs, il faut bien qu'ils vendent, donc il faut que ce soit financièrement rentable, il faut même que ce soit lucratif, il faut correspondre à une certaine durée, que ce soit en termes de temps pour la vidéo ou en termes de caractère pour le reportage papier. Donc oui, je ne faisais pas forcément tout ce que je voulais, même s'il y avait des idées qui venaient de moi, même des envies de pouvoir aller filmer, des autorisations que je pouvais obtenir. J'étais quand même tenu de faire un petit peu ce que le rédacteur en chef ou ce que la ligne éditoriale m'imposait de faire. Aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce à ce média des tutos du sensei, j'ai une totale liberté d'action. C'est ce que je cherchais dans cette petite parenthèse. C'est pas une parenthèse que je souhaitais être lucratif, parce que sur la totalité de ce que peut générer la chaîne en termes de bénéfices, c'est les presque 16 millions de vues d'autres vidéos qui vont m'apporter quelque chose. Ce n'est pas les quelques milliers de vues des tutos du sensei qui vont me nourrir à ce niveau-là. Mais de toute façon, je vis très bien à côté de ça. Donc je voulais vraiment conserver cette parenthèse, entre guillemets un petit peu,
qualitatif, sans vouloir me mettre du beurre sur la tartine, mais en tout cas un petit peu élitiste, un petit peu un marché de niche pour pouvoir parler à des gens comme vous, expérimentés, cultivés, qui sont capables voilà, d'évoluer, de comprendre, de vouloir se renseigner et me poser parfois des questions vraiment pertinentes qui me poussent moi aussi à voilà, aller chercher des choses et aller chercher des réponses. Donc les tutos du sensei, pour moi, c'est avoir une pure liberté totale de production, parce que c'est moi qui produis tout ce que je vous montre. La chaîne d'ailleurs, c'est à 100% que des contenus originaux que j'ai pu faire ici ou à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun partage de ce que je n'aurais pas moi-même généré. La chaîne, c'est également une ligne éditoriale que je veux et que j'ai créée sur mesure pour moi et pour vous, sans aucune autre contrainte, et une production qui est totalement personnelle. Donc, je fais ce que je veux, comme je veux, et j'essaie de le faire le mieux possible avec l'expérience que j'ai pu acquérir. Le jour où j'aurai plus rien à dire, j'arrêterai les tutos du sensei. Je ne vais pas meubler et je ne m'oblige pas, je ne m'engage pas à faire quelque chose comme le ferait un youtubeur, c'est-à-dire tiens, j'ai une idée le mardi et puis le mercredi je filme et le jeudi c'est en ligne. Non, le but c'est pas de vous faire des vidéos sur ce qui me passe par la tête, mais c'est justement bien plus architecture que cela. Et justement, que ce soit dans les commentaires ou à travers les rencontres que je peux faire ici ou là, on m'a déjà demandé comment étaient conçus les tutos du sensei, comment ça se passait, voire même quelques confrères qui font aussi de l'internet voilà, sont venus me demander quelques conseils pour réussir au mieux l'architecture de ce qu'ils avaient planifié de réaliser. Et voici donc un petit peu comment sont conçus les tutos du sensei. La première phase sur les 4, c'est déjà générer des idées. Donc les idées, pour moi, il est hors de question de vous faire un tuto de ce qui me passe par la tête. Ça serait insupportable pour tout le monde. Mon but, c'est d'avoir des idées très concrètes. D'ailleurs, les idées, je ne les note pas forcément tout de suite. Si je les retiens, c'est qu'elles étaient intéressantes. Si je les oublie, c'est qu'il fallait les oublier. Ces idées, elles me viennent dans mon quotidien, c'est-à-dire à travers ma pratique. Soit ce sont des questionnements purement personnels, des choses que, voilà, si moi je me pose la question, je me dis, si je recherche cette information-là, il est probable que quelqu'un d'autre puisse rechercher la même information, donc quitte à la trouver pour moi, je vais essayer de la partager. Soit je pars d'un contexte qui est très connu, par exemple une situation de cours ou de compétition ou de fédération, voilà, des choses ou de progression martiale, un milieu que vous connaissez, et je vais y apporter un contenu que vous ne connaissez pas. Voilà, un éclairage, une philosophie. Soit je pars de l'inverse. Je pars d'un contenu que vous pourriez connaître, par exemple une posture, voilà, une technique, un grade, et je vais apporter un contexte, peut-être historique, peut-être philosophique, que vous ne connaissez pas. Donc j'essaye de nourrir des choses, ou en tout cas de mettre des surcouches à des connaissances que vous avez déjà probablement. Ou éventuellement, j'essaye de me baser sur des questionnements que l'on aurait pu, moi, me demander, des choses, des interrogations que je peux entendre lors de mes stages, de mes cours et lors de l'école de formation également, ou lors de mon travail, lorsque je vais faire des reportages ici ou là, parfois je me rends compte que, voilà, ah, mais comment ça se fait et quelles sont les différences. Quand un maître me pose une question, je me dis, si toi tu es déjà expert dans ta discipline et que toi tu te poses des questions, c'est fort probable que d'autres personnes pourraient profiter de cet échange, en tout cas de ces connaissances-là. Donc les idées sont déjà toutes mises bout à bout dans un immense fichier que je conserve précieusement sur mon ordinateur et qui contient des centaines d'idées. Toutes ne seront pas sujettes à faire des tutos, loin de là, mais parfois certaines se recoupent, certaines s'annulent, mais en tout cas ces idées-là, pour moi, c'est déjà une base de travail. À partir de ces idées-là, je vais en isoler quelques-unes et je vais commencer la deuxième phase qui est la phase d'écriture. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Je vais commencer à en écrire entre 5 et 10 et pour ça, je vais faire comme en journalisme pur et dur, comme ce que je faisais pour Karate Bushido ou pour Yashima, je vais faire des recherches. Il est hors de question de vous dire ce qui me passe par la tête. Pour moi, je ne suis pas là pour vous partager que des connaissances personnelles, puisque mes connaissances personnelles viennent la plupart du temps de choses que j'ai apprises de l'extérieur. Et si je les apprends de l'extérieur, pour moi, j'essaie déjà de les recouper les unes entre elles. Donc, je vais faire une recherche purement journalistique en recoupant toutes les sources, en recherchant un maximum, en tout cas, de réponses et de solutions sur l'extérieur, en essayant de remonter à la source, en essayant de remonter aux origines, pour pouvoir avoir au moins un cœur qui est très solide. Et puis, à partir de là, je vais commencer la phase de production, c'est-à-dire comment je vais mettre en place
les idées, comment je vais les transmettre, est-ce que ça va être intelligible, compréhensible, est-ce que ça va être agréable. Et puis il y a la phase d'enregistrement pure et dure, celle que vous vivez actuellement en me regardant dans la caméra, c'est-à-dire une fois que j'ai 5-6 tutos qui sont faits, eh bien, je transforme mon dojo en studio, j'amène les lumières, j'amène la caméra, j'essaie de regarder un petit peu quel type de tenue il faudrait pour, on va dire, un petit peu correspondre à la vidéo qui va être, on va dire, qui va être regardée. Et puis, il y a purement la phase d'enregistrement où je vais tenter d'éviter de refaire 20 fois la même vidéo parce que je déteste faire des coupures et des montages. Pour moi, l'interactivité, cette instantanéité, elle doit être primordiale. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il y a toute la post-production, c'est-à-dire le dérochage, le montage, les inserts, est-ce qu'il faut mettre une vidéo, est-ce qu'il faut mettre une image, est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut mettre des choses, on va dire soit des cartons, soit un habillage pour pouvoir ensuite préparer la mise en ligne. Et donc j'ai quelques vidéos qui sont faites d'avance pour les mises en ligne, qui ne sont pas forcément programmées d'avance, mais qui sont là. Certains sujets d'actu ne sont pas faits d'avance, d'autres sujets peuvent, en tout cas comme en journalisme, il y a des sujets qui sont en grande partie faits d'avance, il manque que quelques petites choses pour pouvoir les finaliser. Ben voilà, je travaille un petit peu comme ça, ce qui me permet de ne pas m'imposer à faire une vidéo par semaine. Si parfois j'ai pas envie, si parfois j'ai pas d'idée, eh bien je ne le fais tout simplement pas. Il est hors de question de meubler de l'espace vide. Donc je fais d'avance. Il y a des phases où j'ai beaucoup d'idées, où il y a des phases où ça se passe bien, eh bien je fais d'avance et puis je distille au fur et à mesure. L'an dernier, ceux qui suivent un petit peu mes autres chaînes de réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai pu faire un petit peu de karaté avec un certain Jean-Luc Reichmann. Et lors des sessions d'enregistrement de ces émissions, comme la plupart des enregistrements des émissions de télé, en vérité, ça se fait exactement de la même façon que ici pour les tutos du sensei. On va filmer 5-6 émissions dans la même journée, c'est-à-dire que pour l'exemple des 12 coups de midi, ils ne filment pas une émission par jour, ils vont faire des sessions de tournage pendant quelques mois où 3 ou 4 fois par semaine, on va filmer 5 émissions par jour. Ça veut dire qu'on va avoir un vivier d'émissions et puis on va les distiller au fil du temps et puis quand on va commencer à rattraper petit à petit les émissions qui sont en diffusion, eh bien on va refaire une grosse session de tournage et puis on va les distiller de cette façon-là. C'est comme ça dans toute la production vidéo de toute façon à travers le monde. Donc les tutos du sensei, j'essaie de les concevoir de manière aussi en tout cas professionnelle et qualitative pour vous nourrir parce que de toute façon, encore une fois, j'ai pas n'importe quel public, j'ai un public qualitatif, expérimenté et qui attend de véritables choses. Donc, je vais passer à quelques réponses, en tout cas, parmi les questions que vous m'avez posées. En tout cas, j'ai quelques commentaires qui m'ont fait très plaisir. Globalement, j'ai pu comprendre que ce qui vous faisait plaisir dans la visualisation des tutos du sensei, c'est justement de ne pas avoir toujours la même rubrique, de ne pas avoir de l'attendu, mais d'être confronté un petit peu à la surprise, à l'inattendu de qu'est-ce qui va se passer. Donc moi, je m'impose en ligne éditoriale de vous faire une vidéo chaque lundi à 8 h. Vous la regardez après quand vous voulez, ou vous la regardez pas si elle vous intéresse pas, comme un magazine, voilà. J'ai des rubriques. J'ai des rubriques qui vont être parfois très sérieuses et très pointues, puis des rubriques un petit peu plus légères. Ce qui m'intéresse pas, je passe les pages et puis je prends ce qui m'intéresse. Maintenant, on a donc plus d'une centaine de tutos. Le site internet, les tutos du sensei, il y a quasiment 130 vidéos en ligne, donc c'est des dizaines d'heures de tutos. Ceux qui recherchent, vous pouvez largement trouver de quoi vous satisfaire, en tout cas en termes de votre curiosité. Donc, les tutos du sensei, je m'impose chaque lundi à 8 h de vous offrir un petit contenu et je me rends compte que c'est l'effet de surprise de quoi on va parler aujourd'hui qui vous intéresse et ça tombe bien parce que j'aime beaucoup cultiver les tutos du sensei de cette façon-là, c'est-à-dire faire des phases, parfois des petits arcs entre certaines vidéos entre elles qui vont se répondre, qui vont résonner, et puis parfois faire quelque chose de complètement différent, de faire de la périphérie. J'ai prévu quelques petites vidéos en pure périphérie martiale qui, je pense, vont beaucoup vous amuser, et certaines qui sont très sérieuses. Là, il y en a 3, il y a un arc de 3 vidéos qui vont arriver à partir de la semaine prochaine et qui vont correspondre à de la calligraphie, à Hokusai, à Bakin, à l'ukiyo-e, à la pratique des samouraïs. Donc ça va être, on va dire, un arc un petit peu pointu, un petit peu élitiste, mais j'espère que vous allez y adhérer. Donc, dans les autres commentaires que j'ai pu lire, j'ai vu que beaucoup d'entre vous, au fil de beaucoup de commentaires,
de vidéos en tout cas, vous aimiez lorsque j'allais chercher des objets un petit peu historiques, un petit peu spécifiques. J'ai eu un joli commentaire sur la vidéo du 100e anniversaire sur le fait, ben voilà, je suis débutant, je fais de l'aïkido, pardon, du bokken, et j'ai bien aimé la vidéo sur les bokken. Ça me permet aussi, voilà, moi, de vous partager cette expérience-là. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, ne serait-ce qu'à travers le monde, où une personne va acheter des pièces originales du Japon et va vous expliquer un petit peu voilà, comment elles sont, comment elles fonctionnent, les différences entre les bois. Ça me semble intéressant pour moi de vous faire cet éclairage-là, tout simplement parce qu'on ne le trouve pas. Et c'est ça aussi, la liberté de production et de ligne éditoriale que je m'offre à travers cette parenthèse des tutos du sensei. Et puis, j'ai Martial Art Nerd qui m'a fait un message, mais il y a déjà quelques temps, lors de la vidéo sur les mesures japonaises, et je sais qu'il me regarde et qu'il attend la réponse avec impatience. Oui, ça fait des semaines en fait que je suis sur le sujet, que je me pose moi-même la question de savoir quelle est la réponse. Donc pour ceux qui n'ont pas bien suivi, dans la vidéo, lorsque je prends les mesures de Maître Funakoshi dans son livre Karate-do Kyohan, qui a été donc traduit en France, et là je prenais les éditions Budo, qui est une très très belle édition, qui a été traduite par Harumi Suzuki Johnson, et dans lequel on peut voir qu'effectivement on avait mesuré 75 cm, écrit officiellement par Maître Funakoshi dans cet ouvrage-là, donc de Shaku 5 Sun, qu'il avait donc mesuré à l'époque sur l'espacement des pieds lorsque l'on va faire Kokutsudachi, Zenkutsudachi. Donc ce qui équivalait à peu près à 75 cm. Et justement, une petite question est arrivée mine de rien, et c'est vrai qu'il a eu raison de me relancer quelques fois, mais j'étais sur le sujet de toute façon, hein, je n'avais pas oublié, mais c'est une réponse qui est quand même très 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 dure à aller trouver. Il y a eu une autre version de cette édition de Karate-do Kyohan qui a été faite anglo-saxonne par, et pas n'importe qui, Tsutomu Oshima, qui est quand même un élève direct de Maître Funakoshi, un des professeurs principaux de l'université de Waseda pendant très longtemps. Lorsque j'étais à Tokyo pour son anniversaire, pour la célébration, donc aussi une vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai reçu plein de messages sur Messenger, par mail. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues interagir et qui ont essayé, voilà, soit de dire oui effectivement, ou d'autres ah non c'est pas comme ça. Voilà, en tout cas ça a généré beaucoup de débats. Donc j'ai adoré en tout cas toutes ces expériences-là. Je n'ai pas forcément l'occasion et la possibilité de répondre à tous personnellement, parce que j'ai quand même reçu beaucoup, mine de rien, de messages sur mes boîtes perso, en tout cas concernant le reportage oublié de Maître Shima, celui que je n'ai pas eu le droit de publier. Et justement, il m'est arrivé de le rencontrer, et c'est quand même une sommité. C'est un grand maître très très connu et très réputé à travers le monde, qui a un piédestal à l'université de Waseda, au dojo, donc qui était le deuxième dojo ouvert par Maître Funakoshi dans les années, entre les années 20 et les années 30, à peu près en 1927. Donc, Maître Shima a fait une traduction de Karate-do Kyohan. Et dans cette traduction, faite par Maître Oshima, donc pas n'importe qui, on a une traduction non pas en shaku et en sun, mais en pied. Et cette mesure en pied ne correspond pas, justement, à la mesure de Maître Funakoshi. On parle ici de 3 pieds et de 2 pieds et demi. Donc 3 pieds, c'est l'équivalent de 90 cm. C'est énorme. C'est beaucoup plus que les 75 cm donnés par Maître Funakoshi à la base. On n'est pas sur 2 shaku, 5 sun. D'accord ? Donc on est directement sur 3 pieds, 90 cm. Et ça, c'est pour la Zenkutsu. Pour la Kokutsu, on a une mesure qui est différente, 2 pieds et demi. Donc là, on se dit, c'est bizarre. Dans l'original de Maître Funakoshi, on a la même mesure pour Kokutsu et Zenkutsu, et dans la version de Maître Shima, on a des mesures différentes selon les postures et qui sont beaucoup plus grandes. Donc, première question, qui a raison? Quelle traduction est la fidèle, en tout cas la meilleure, la plus originelle possible? Il n'y a qu'une solution de le savoir. Il n'y a qu'une possibilité, trouver une première édition originale de Karate-do Kyohan, la déchiffrer et voir précisément ce qu'a écrit Maître Funakoshi. Il se trouve que sur Internet, vous pouvez acheter des premières éditions originales de Karate-do Kyohan. Donc il a été préédité en 1935 à l'époque. Il y a une édition officielle qui ressemble beaucoup visuellement à l'édition récente qui est sortie aujourd'hui en France et qui est sortie en 1939. Vous pouvez trouver cette
édition de 1939 sur Internet. Il va falloir débourser quand même, pour la plupart du temps, plus de 800 € pour avoir dans les mains l'édition originale de Karate-Do Kyoan faite par maître Funakoshi. Et là, vous avez véritablement le texte d'origine et donc les mesures d'origine qui ont servi, on va dire, de socle de traduction, autant à maître Tsutomu qu'à Suzuki Johnson. Donc, voyons un petit peu l'intérieur de cette première édition. On retrouve ici la page où on parle de Zenkutsudachi et de Kokutsudachi. Ici, je vous les ai surlignés en jaune. Et dans ces petits ovales rouges, vous pouvez lire Ni Shaku Go San. 2 Shaku, 5 Sun. Ce sont les véritables mesures de maître Funakoshi, celles qui ont ensuite été traduites en français, en anglais, en tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est exactement l'identique de ce que l'on a dans la traduction de Harumi Suzuki Johnson, mais qui va diverger dans l'édition de 1979, sortie par maître Oshima pour les francs Shotokan. La deuxième question que l'on est en droit de se poser est pourquoi est-ce que l'on a modifié ces mesures-là? Pour quelle raison est-ce que maître Oshima, qui est quand même un maître qui est reconnu, pour quelle raison on a cette modification des textes originaux de maître Funakoshi? La première réponse que je pourrais vous apporter, donc là, on est dans de la subjectivité et dans un petit peu de la conjoncture. Je pense que si vous avez une certaine expérience des arts martiaux, vous pourrez faire des recoupements au même titre que ceux que je vais vous donner. Maître Oshima s'est rapidement installé aux États-Unis, il y est resté un moment, il y est encore, de toute façon, il a son dojo à Santa Barbara, et probablement que pour correspondre à la taille des Américains, puisque c'est une édition qui était faite pour l'Occident, il a directement modifié les mesures, les postures, ces choses-là, pour justement s'adapter à son public. Ça, c'est un premier motif. Le deuxième motif, de toute façon, et on le sait bien, et c'était le cas pour maître Kanazawa, pour maître Kaze, pour tous les maîtres qui ont exporté le karaté japonais du mainland à travers le monde, c'est que chacun y a apporté sa sauce personnelle. Des katas ont été modifiés, des katas ont été changés. Donc les versions karaté de maître Kanazawa, de maître Kaze, de maître Shima, de toute façon divergent, ne serait-ce que les pratiques, les visions, les philosophies, les techniques divergent de ce que faisait maître Funakoshi. Il y a un socle commun, mais il y a beaucoup de choses qui sont purement personnelles. Il y a des styles, le Kasera, et il y a des styles comme ça qui sont purement rattachés à des maîtres. Donc, maître Shima a fait ça pendant des années, on en a déjà parlé dans certaines autres vidéos, il a un style qui s'est aménagé en fonction de sa philosophie des arts martiaux, même si lui essaye justement de se promouvoir élève direct de maître Funakoshi, pur Shotokan, on va dire dans la lignée de l'original et de l'originel de ce qu'avait fait maître Funakoshi. Et c'est là justement où on va tirer peut-être une petite sonnette d'alarme en se disant attention, diffuser le karaté, ce n'est pas la même chose que diffuser le Shotokan. Même si le Shotokan, c'est du karaté. Mais attention, pour moi, j'y mets quand même une très grosse divergence. Maître Funakoshi, lorsqu'il est arrivé au Japon, au mainland, pour faire, on va dire, découvrir et pour faire adouber et enregistrer officiellement, accepter officiellement le karaté-do, il avait déjà lui-même fait une synthèse du karaté d'Okinawa. Il a pris beaucoup de choses du karaté d'Okinawa, il les a modifiées, il les a codifiées, et il en a fait une version. Cette version, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Shotokan. D'autres maîtres ont fait la même chose, et ils ont tous leur version. C'est pour ça qu'on a autant de voix différentes. On a du Shito, du Wado, chaque maître a vu midi à sa porte. Maître Funakoshi l'a fait aussi de son côté, c'est ce qui est devenu le Shotokan. Soit des maîtres comme maître Shima, maître Kaze, maître Kanazawa, tous ces maîtres-là, je prends les plus connus pour que ça puisse vous parler, parce que la liste elle est quand même très longue, ont diffusé le karaté, auquel cas ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent quelque part les sources en mettant les variantes, les voies qu'ils souhaitent dans leur discipline, les philosophies, et dans ces cas-là, on change les choses, on adapte, parce qu'il y en a pour tout le monde, il y a à boire et à manger. Soit on va diffuser à travers le monde le Shotokan. Et le Shotokan, c'est pas juste du karaté, c'est le karaté et la philosophie de maître Funakoshi en particulier.
Donc, on fait comme lui, il a dit. C'est pas la même chose. Nous, ici, au dojo, dans mon dojo, avec mes élèves, j'essaye de prolonger la philosophie du Shotokan. Pas juste du karaté, ça veut dire que, certes, on peut voir aussi à côté des choses de karaté. On peut faire du karaté d'Okinawa, on peut voir du Shitoryu, on peut voir du Goju-ryu. C'est pas un souci. Par contre, on est bien conscient de ce qu'est le Shotokan, de comment il est pratiqué à Keiyo, et on essaye de prolonger cette philosophie-là pour avoir, on va dire, le pôle France de Keiyo ici en France. Ça, c'est le but, de respecter les choses telles que Maître Funakoshi les avait conçues, et en tout cas les avait adaptées. Libre à nous ensuite de faire ce qu'on veut, mais en tout cas au dojo, on fait la philosophie de Maître Funakoshi. C'est le prolongement du Shotokan, on ne fait pas ce qu'on veut. Ou on fait du karaté-do, ou du karaté-jutsu, ou du kempo karaté, appelez ça comme vous voulez, en prenant ce que vous voulez. Donc, à vous de voir, en fait, si dans les traductions, pour moi, là où ça pêche, c'est que ce n'est pas un livre personnel de Maître Oshima avec sa philosophie, c'est une traduction du Shotokan. Donc, c'est une traduction quelque part de la vision, de la plume de Shoto, de Maître Funakoshi. Et cette plume-là, elle ne doit pas être modifiée, puisque c'est comme ça que l'auteur principal a vu les choses, a fait cette philosophie. Donc on ne peut pas la modifier. On peut dire on n'est pas d'accord, on peut dire moi j'aurais fait autrement, moi j'adapte, parce que lui, Maître Funakoshi, il avait adapté d'Okinawa au Japon, donc c'était pour les Japonais. Il n'avait pas vu forcément l'étape d'après. Peut-être qu'il aurait pu faire un autre livre pour le karaté en Occident. Peut-être qu'il y aurait eu une étape supplémentaire. Et peut-être qu'il aurait fallu faire un livre, dans ces cas-là, sur le karaté et la transmission, et ces maîtres-là auraient pu... il y en a des maîtres très connus qui ont fait des livres bien après. Mais, en tout cas, pour ce qui est du karaté d'Okyohan, ça aurait été plus judicieux de le traduire tel que Maître Funakoshi l'avait conçu, tout simplement. Ça, c'est une vision peut-être un peu personnelle, mais en tout cas, qui est peut-être aussi un petit peu journalistique. On ne touche pas à la source, et après, si on doit en faire quelque chose, on l'explique de manière un petit peu plus subjective. Voilà en tout cas pour cette réponse. J'espère que ça aura répondu à ta question, karaté nerd, mais martial arts nerd, pardon. Mais en tout cas, sachez que je m'attellerai toujours à vous trouver le plus de réponses possible, à fouiller, à aller rechercher dans le passé, dans les origines, pour en tout cas vous apporter les réponses. Savoir ce qui est, entre guillemets, vrai, ce qui est faux, parce qu'en karaté, rien n'est vrai, rien n'est faux. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent cohabiter, mais en ce qui concerne le Shotokan, c'est quand même la vision d'un auteur qui est très précis, donc on essaye de ne pas la corrompre. Donc c'est pour ça que ceux qui vont faire du karaté de rue avec une variante Krav Maga, soit on fait du Krav Maga, soit on fait du karaté. Donc il y en a pour tout le monde, hein. Ceux qui veulent faire du Krav, il y a un club de Krav. Mais ne commençons pas à modifier et continuer d'appeler ça du Shotokan ou autre chose si on ne fait pas du Shotokan. Donc il y a suffisamment d'espace pour tout le monde pour pouvoir faire précisément ce qu'on veut faire. Si moi je m'inscris au tir à l'arc et qu'on me donne une raquette de ping-pong, on me dit « Ouais, mais nous on fait une adaptation. » Ok, moi je suis là pour faire du tir à l'arc. Alors évidemment, je vous dis ça parce que vous êtes justement expérimenté, vous avez le recul sur ces choses-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment pour les débutants qui en mettant un pied dans le dojo, ne savent pas ce qu'est le Shotokan et à qui on n'explique pas ce qu'est le Shotokan, pour moi, c'est là où le bas blesse. Donc, continuons à nous cultiver. Les tutos du sensei, de toute façon, sont là pour ça. Et dans tous les cas de figure, moi, je prône de toute façon une philosophie qui est purement personnelle, c'est celle de faire des choses. Quelle qu'elle soit, vous faites des sujets, des articles, vous testez des choses, vous faites des vidéos, vous essayez de le faire de la meilleure façon possible avec un maximum d'exigence envers vous-même. Vous allez pratiquer. Moi, je vous ferai prochainement une petite vidéo sur l'aventure que je vis actuellement au dojo avec quelques passionnés à travers cet objectif des championnats de France kata. Donc on a fait les championnats départementaux, régionaux. J'ai commencé à mettre d'ailleurs 2 petites vidéos sur la chaîne de 2 katas que j'ai présentées il y a un petit peu plus d'un mois aux régionaux. Et donc d'ici la fin du mois, on sera au championnat de France et je vous partage un petit peu cette aventure rocambolesque, un petit peu amusante. Et dans tous les cas de figure, je me rends compte qu'on n'est pas égaux ni en expérience, ni en physique, ni en kata, ni en stress, ni en gestion du stress. Et franchement, que vous soyez déjà champion du monde ou que vous soyez ceinture blanche, le fait de venir au dojo, de transpirer, d'essayer de faire des choses, vous avez tout mon respect.
parce que c'est ce qu'il faut faire dans la vie, il faut essayer. Il faut se mettre... Voilà, faut se mettre en danger. Je le vois aussi à la salle de sport. Quand je vais m'entraîner, il y a des personnes qui sont à la salle de sport et des personnes qui sont parfois en surpoids. Et elles essayent, elles vont à leur rythme, mais elles ont tout mon respect parce qu'elles vont toujours beaucoup plus loin que celles qui ne font rien. Et quand je vous disais que justement, je suis ravi d'avoir autant de commentaires qualitatifs sur ces vidéos-là, c'est que lorsque vous me partagez des expériences, vous le faites avec déjà certes une très grande bienveillance, une grande qualité d'expertise, mais aussi je me rends compte que vous pratiquez. Je me rends compte que ce n'est pas du commentaire gratuit pour dire... Alors, pour donner un exemple, sur la vidéo, mais c'est toujours les mêmes, hein, les vidéos kata, j'ai publié 2 vidéos kata d'Île-de-France, et évidemment, de par le recul et de par tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière professionnelle et martiale, je me rends compte de mes erreurs. Je les publie quand même. Je ne suis pas là pour ne publier que ce qui est merveilleux en me mettant sur un piédestal. Il y a des erreurs, j'en suis conscient, je les montre, c'est pas grave. On est humain. Donc je sais que je vais un peu vite. La première chose, il y en a qui me disent en commentaire too fast, point barre. Ou ouais, c'est nul, c'est rapide. Je le sais. Je m'en doute. Merci de me le faire remarquer. Mais on peut y mettre les formes. On peut donner, moi qu'un mec qui a déjà fait des championnats, m'explique des choses, me dit ah, tu sais quoi, moi je l'ai déjà fait ça. Et je te donne ce conseil-là. Ou moi, pour aller moins vite, voilà comment j'ai fait. Moi, j'ai regardé des vidéos. Au contraire, je n'ai pas regardé de vidéos. Je me suis écouté. Ou, vous voyez, il y a plein de phases. Moi, j'ai travaillé la respiration ventrale. Et comment je vais faire? Tous ces conseils, je prends parce que c'est des experts qui me partagent leurs expériences au même titre que vous le faites sous les vidéos des tutos du sensei. Donc, ça permet de s'enrichir, de tous partager. Par contre, le gars en slip, sur son canapé, qui ne fout rien depuis des mois et qui juste se permet de commenter parce qu'il a un truc qui lui passe par la tête, ces commentaires-là, j'en ai des centaines par semaine parce que, encore une fois, 16 millions de vues sur la chaîne bientôt, des commentaires un peu bêtes, j'en ai beaucoup, en tout cas qui ne sont pas justifiés et qui ne montrent pas d'expérience de pratiquant, j'en ai plein. Et ce sont toujours, et les réseaux, c'est pour ça que je ne suis pas sur Twitter, c'est pour ça que je ne suis pas sur TikTok, c'est que ces réseaux-là sont blindés de gens qui ne font pas, mais qui vont donner leur avis. Et la plupart du temps qui ne savent pas et qui vont donner leur avis. Donc, je préfère avoir une communauté de gens qui pratiquent, qui savent, qui recherchent, en tout cas, qui se mettent en question et qui peuvent partager leurs expériences. Et quand elles ont quelque chose à dire, elles le disent. Et si elles n'ont rien à dire, elles ne le disent pas. Parce qu'on travaille un petit peu de la même façon, en fait. Mais voilà, des commentaires de gens qui ne font pas et se permettent d'aller se justifier, ça me pose toujours un petit problème. Donc, que ce soit à la salle de sport, que ce soit au dojo, quand je vois des personnes en difficulté, se retrousser les manches, tout faire, essayer, ne pas abandonner, ne rien lâcher pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer, moi, respect total. Vous êtes, pour moi, les maîtres en devenir, voire même les maîtres actuels, parce que les arts martiaux, c'est ça, c'est se mettre en danger, c'est ne jamais reculer, et c'est se confronter à ses peurs. On fera un petit tuto, peut-être pour cet été, je sais pas, j'essaie de vous le caler. J'ai eu une idée en tête de toute façon, dont je suis, pour le coup, en cours de rédaction, c'est justement ne pas faire ce qui est facile. C'est-à-dire, qu'est-ce que la persévérance, qu'est-ce que le courage martial, d'une certaine façon, c'est de se confronter à ce qui n'est pas amusant, ce qui n'est pas ludique ou ce qui n'est pas facile. C'est sortir de sa zone de confort. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Je vais essayer de me pousser dans un domaine sans forcément être bon dans ce domaine-là. Et comme je ne suis pas très bon, j'aime pas, donc ah oui mais non. Est-ce que j'aime pas parce que je ne suis pas bon? Ou est-ce que je ne suis pas bon parce que j'aime pas? Ou est-ce que je place le côté puisque j'y arrive pas, dans ce cas j'aime pas? Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui te critique, tu ne l'aimes pas? Ou quelqu'un qui te fait un compliment, tu l'aimes bien? C'est étrange. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, surtout en tant que pratiquant, lorsque l'on construit son ego sur la performance physique. Et comme on est pile poil dans le chemin des championnats de France, la performance physique, on est les 2 pieds dedans, et c'est pour ça que je me suis permis de commencer à écrire quelque chose là-dessus, parce qu'il y a aussi un échange qui sera très intéressant entre nous. Allez, j'arrête pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo spéciale des 2 ans, on a beaucoup parlé. La semaine prochaine, on va plonger dans la calligraphie, on va plonger dans les récits, dans l'ukiyo et dans les arts martiaux. On va faire une jointure entre le same, entre la calligraphie, entre l'écriture, on va parler de Hokusai, et on va amener justement quelques tutos, 2-3 tutos qui vont se suivre sur justement des ouvrages inédits, exceptionnels, des premières éditions faites par Hokusai lui-même. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces 2 ans,
sur ce que vous attendez encore une fois, sur ce que vous pensez un petit peu de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!